Il ne pouvait plus voir la ligne verte de la côte maintenant, mais seulement le haut des collines bleues, qui paraissaient blanches comme d'avoir le sommet couvert de neige et les nuages qui ressemblaient à de hautes montagnes enneigées au-dessus d'elles. La mer était très sombre et la lumière faisait des effets de prisme dans l'eau. Les myriades de crevettes du plancton étaient annihilées maintenant par le soleil à la verticale, et il n'y avait plus que ces prismes profonds dans l'eau bleue, où le vieil homme voyait maintenant ces lignes plonger droit dans l'eau, profonde d'1 mille. Les thons, les pêcheurs appelaient de ce nom tous les poissons de cette espèce, et ne les distinguaient par leur nom spécifique que lorsqu'ils les portaient à vendre ou les échangeaient pour de l'appât, avaient plongé de nouveau. Le soleil était chaud maintenant, et le vieil homme le sentait sur son dos et sa nuque, sentait la sueur y couler tandis qu'il ramait. « Je pourrais laisser dériver, pensa-t-il, et piquer une sieste avec une boucle de la ligne passée entre mes orteils pour me réveiller. Mais aujourd'hui c'est le 85e jour et je dois tout faire comme on le doit. » Et c'est à ce moment-là, surveillant ces lignes, qu'il vit une des tiges vertes s'incliner brusquement. « Oui, il dit, oui !» Et il embarqua les avirons, sans brusquer la course du bateau. Il se poussa jusqu'à la ligne et l'enroula doucement entre le pouce et l'index de sa main droite. Il ne perçut aucune tension ni poids, et il tenait la ligne sans l'attendre. Et cela revint, cette fois comme une volonté de tirer, ni durement, ni lourdement, et il savait exactement ce que c'était. Sans brasse plus bas, un marlin mangeait les sardines qui recouvraient la hampe et la pointe de l'hameçon, à l'endroit où la tête forgée à la main de l'hameçon simulait la tête d'un petit thon. Le vieil homme retint la ligne délicatement, souplement, et de sa main gauche la détacha de la tige. Maintenant, il pouvait la laisser filer souplement entre ses doigts sans que le poisson ressente aucune tension. Si loin, il doit être énorme, pensa-t-il. Mange les poissons, mange-les. S'il te plaît, mange-les. Fraîches comme elles sont, et toi à 600 pieds sous la surface, dans cette eau froide et dans le noir, fais un autre petit tour dans le noir, mais reviens et mange-les. Il sentit à nouveau la ligne s'étirer délicatement, puis un coup plus sec quand une tête de sardine qui avait dû être plus difficile à arracher se sépara de l'hameçon. Alors plus rien. Allez, dit le vieil homme tout fort. Un autre petit tour. Viens au moins les sentir. Elles ne sont pas adorables ? Mange-les pour de bon maintenant. Et après il y a le thon. Ferme et frais et adorable. Ne fais pas le timide, poisson. Mange-nous ça. Il attendait, la ligne entre le pouce et l'index, la surveillant elle et les autres lignes en même temps, au cas où le poisson soit remonté ou descendu. Puis revient le même étirement délicat. Il la prendra, dit le vieil homme à haute voix. Dieu fasse qu'il la prenne. Pourtant, il ne la prit pas. Il était parti, et le vieil homme ne sentait plus rien. Il ne peut pas être parti, dit-il. Par Jésus-Christ, il n'est pas parti. Il fait juste un tour. Peut-être qu'il a déjà été hameçonné et qu'il se méfie. Et puis il sentit une légère touche sur la ligne et fut content. C'était seulement un petit tour, il dit. Il va la prendre. Il était heureux de sentir le léger tiraillement, puis soudain, ça se durcit et devint incroyablement lourd. C'était le poids du poisson, et il laissa la ligne descendre, déroulant la première des 2 bobines de réserve. À mesure qu'elle descendait, glissant légèrement sur les doigts du vieil homme, il pouvait en sentir l'énorme poids, même si la pression de son pouce et de son index était imperceptible. « Un sacré poisson, » il dit. Il l'a en travers de la gueule maintenant, et l'emporte au fond avec lui. Alors il se retournera et l'avalera, pensa-t-il. Il ne le disait pas, sachant que dire une chose favorable, c'est le meilleur moyen qu'elle ne se produise pas. Il savait que c'était un poisson énorme, et il l'imaginait filant dans l'obscurité avec l'appât en forme de thon tenu dans sa gueule. À cet instant, il le sentit s'arrêter, mais le poids était encore là. Puis le poids s'accrut, et il donna encore de la ligne. Il resserra la pression de son pouce et de son index pendant un instant, et le poids augmenta et s'enfonça tout droit. « Il l'a pris, dit-il. Et maintenant qu'il le mange !» Il laissa la ligne filer à travers ses doigts pendant qu'en bas il attrapait de sa main gauche les 2 bobines de réserve et fit rapidement le nœud qui les joignait à celle qu'il tenait. Maintenant il était prêt. Il avait 3 bobines de 40 brasses en réserve maintenant, en sus de la première. « Mange-le encore un peu, dit-il. Mange-le tant que tu veux. Mange-le jusqu'au point où l'hameçon t'arrivera au cœur et te tuera, pensa-t-il. Remonte tranquillement et laisse-moi t'attraper au harpon. Très bien. Tu es prêt ? Tu es resté à table assez longtemps ? Maintenant ! Dit-il fort, et il ferra d'un coup des 2 mains, regagna 1 mètre de ligne, puis tira encore et encore, la balançant de chaque bras alternativement toute la force de ses bras sur la corde, plus l'attraction du pivotement de son corps. Rien ne se passa. Le poisson se contentait de s'éloigner lentement, et le vieil homme ne lui avait pas repris 1 pouce. Sa ligne était résistante, faite pour le gros poisson, et il la tenait contre ses reins. Elle était si tendue que des gouttes d'eau en coulaient. Puis elle commença à faire un léger chointement à la surface, et il la tenait toujours, s'y enroulant lui-même pour la contrecarrer, et se penchant en arrière contre la traction.
Le bateau commença à se mouvoir lentement vers le large, direction nord-ouest. Le poisson nageait fermement et l'entraînait lentement sur les eaux calmes. Les autres lignes étaient encore à la traîne, mais il ne pouvait rien faire. « C'est là qu'il faudrait que j'aie le garçon, » dit le vieil homme à voix haute. « Je suis remorqué par un poisson, et c'est moi la bite d'amarrage. Je pourrais remonter la ligne plus vite, mais il y aurait le risque qu'il casse. Je dois le retenir autant que je peux, et lui donner de la ligne autant qu'ils doivent en avoir. Plus, remercier Dieu qu'il s'éloigne au lieu de descendre vers le fond. Qu'est-ce que je ferais s'il décide d'aller vers le fond? J'en sais rien. Qu'est-ce que je ferais s'il plonge pour aller mourir au fond? J'en sais rien. Mais je ferais quelque chose. Il y a plein de choses que je peux faire. » Il tenait la ligne enroulée sur ses reins et surveillait l'angle par rapport à la surface, à mesure que le bateau filait régulièrement vers le nord-ouest. « Ça le tuera, » pensa le vieil homme. « Il ne pourra pas faire ça toujours. » Mais 4 heures plus tard, le poisson nageait toujours aussi vigoureusement vers le large, remorquant le canot et le vieil homme était toujours enroulé solidement la ligne autour des reins. « C'était vers midi quand je l'ai attrapé, dit-il, et je ne l'ai même pas encore vu. » Il avait enfoncé son chapeau de paille bas sur sa tête, un peu avant de ferrer le poisson, et il lui sciait le front. Il avait soif aussi, et il tâcha de s'agenouiller, attentif à ne pas donner de secousse à la ligne, remonta vers la proue aussi loin qu'il put et se saisit de la bouteille d'eau. Il l'ouvrit d'une seule main et but un peu. Puis, il se reposa en s'appuyant contre le plat-bord. Il resta un moment assis sur le mât et la voile posée là, et essaya de ne pas penser, seulement d'endurer. Puis, il se retourna et vit qu'aucune côte n'était plus visible. Ce qui ne faisait pas de différence, pensa-t-il. Je pourrais toujours me repérer à la lueur de la Havane. Il y a encore 2 bonnes heures avant que le soleil disparaisse, et peut-être que lui, il remontera avant ça. Et s'il ne le fait pas, peut-être qu'il remontera avec la lune. Et s'il ne le fait pas, peut-être qu'il remontera au soleil levant. Je n'ai pas de crampes, je me sens bien, et c'est lui qui a l'hameçon dans la gueule. Mais qu'est-ce que c'est comme poisson pour me remorquer comme ça? Il doit avoir la gueule fermée à bloc sur le fil. Comme je voudrais le voir. Juste voir une fois celui que j'ai contre moi. Le poisson ne changea pas une fois son allure, ni sa direction de toute la nuit, autant que l'homme pouvait en juger à scruter les étoiles. Il faisait froid maintenant que le soleil était tombé, et la sueur du vieil homme lui donnait froid, en séchant sur son dos, ses bras et ses vieilles jambes. Pendant la journée, il avait attrapé le sac qui couvrait la boîte d'appât, et l'avait étalé au soleil pour sécher. Quand le soleil fut couché, il se l'enroula autour du cou, de telle façon qu'il lui couvrait une partie du dos, et le passa précautionneusement sous la ligne qu'il maintenait désormais en travers de ses épaules. Le sac amortissait le frottement de la ligne, et il avait trouvé un moyen de se caler contre la proue qui était presque confortable. Sa position actuelle était juste un peu moins intolérable, mais il la considérait comme presque confortable. « Je ne peux rien faire de plus avec lui, et il ne peut rien faire de plus avec moi, pensa-t-il. Du moins, tant qu'il continue comme ça. » Une fois, il se releva et pissa par-dessus bord du bateau, puis à nouveau regarda les étoiles pour faire le point sur sa course. La ligne se tendait comme une raie phosphorescente, droit, de ses épaules à la surface. Il allait plus lentement maintenant, et la lueur de la Havane n'était plus si forte. Aussi il savait que le courant avait dû les emporter vers l'est. Si je perds la lueur de la Havane, c'est qu'on s'en sera à aller encore plus loin à l'est, il pensa. Parce que si le poisson continue comme ça, je ne le verrai pas avant encore des heures. Je me demande ce qui s'est passé au baseball en grande ligue aujourd'hui, pensa-t-il. Ce serait drôlement bien, un jour, d'avoir une radio. Et puis il pensa. Pense à lui toujours. Pense à ce que tu es en train de faire. Tu n'as pas le droit de faire l'idiot. Alors il dit tout fort. C'est le gamin qui m'aurait été utile. 1 pour m'aider, 2 pour voir ça. Personne ne devrait rester seul dans un grand âge, il pensa. Mais c'est inévitable. Il faut que je me souvienne de manger un peu de thon avant qu'il pourrisse. Il faut que j'aie des forces. Souviens-toi, envie ou pas, il faudra que tu manges quand ce sera le matin. Souviens-toi, il se dit à lui-même. Dans le milieu de la nuit, 2 tortues s'approchèrent du bateau, et il les entendait nager et souffler. Il pouvait faire la différence entre le bruit que faisait le souffle du mâle et celui plus soupirant de la femelle. Elles n'ont pas de méchanceté, dit-il. Elles jouent et se font des niches et s'aiment l'une l'autre. Elles sont pour nous des frères comme le poisson volant. Et puis il commença à plaindre le grand poisson qu'il avait ferré. Il est merveilleux et étrange, et qui sait qu'elle agit là, pensa-t-il. Personne n'a jamais ferré un poisson aussi fort, ni vu un qui agit si étrangement. Peut-être qu'il est trop sage pour sauter. Il pourrait me détruire en sautant, ou en essayant de s'échapper. Mais peut-être qu'il a déjà été ferré plusieurs fois, et il sait comment il doit mener son combat. Il ne peut pas savoir qu'il a affaire à un seul homme, et non plus qu'il s'agit d'un vieil homme. Mais qu'est-ce que c'est comme grand poisson? Il rapportera quoi quand je l'apporterai au marché, si la chair est bonne? Il a pris mon appât comme fait un mâle, il tire comme fait un mâle, et dans son combat, il n'y a pas de panique. Ce que je me demande, c'est s'il a un plan,
ou s'il est juste désespéré autant que moi. Il se souvint d'une fois où il avait attrapé un couple de marlins. Le mâle laisse toujours la femelle se nourrir d'abord, et le premier qu'il avait ferré, la femelle, avait entamé un combat désespéré, paniqué, jusqu'à la détresse, et cela l'avait épuisé très vite. Et tout ce temps, le mâle était resté près d'elle, s'embrouillant dans la ligne, nageant en cercle avec elle à la surface. Il en restait si près que le vieil homme eut peur que la ligne coupe d'un battement de sa queue, aussi acérée qu'une faux et à peu près de la même taille et de la même forme. Quand le vieil homme l'eut harponné, et qu'il commença de l'assommer, tenant son gourdin par l'extrémité râpeuse et la frappant sur le haut de la tête jusqu'à ce que sa couleur tourne à une couleur comme au dos des miroirs, et que là, avec l'aide du garçon, il l'avait hissé à bord, le mâle était resté encore à toucher le bateau. Et alors que le vieil homme mettait sa ligne au clair et préparait son harpon, il avait sauté sur les eaux comme pour voir où était la femelle, puis avait plongé vers le fond, ses ailes lavandes qui étaient les nageoires pectorales largement déployées du même bleu que les rayures de ses flancs, en plein sous leurs yeux. Il était magnifique, se souvenait le vieil homme. C'est la chose la plus triste que j'ai jamais vue avec ces poissons, pensa le vieil homme. Le garçon était triste aussi, et nous leur avions demandé pardon avant de dépecer promptement la femelle. Comme j'aimerais que le gamin soit là, dit-il à voix haute, et se recala contre le plat-bord arrondi de la proue, sentant la force du grand poisson dans la ligne qu'il tenait en travers de ses épaules, glissant régulièrement vers le large comme il l'avait choisi. Parce que, pour affronter ma traîtrise, il lui était nécessaire de faire un choix, pensa le vieil homme. Et son choix avait été de rester dans les profondes eaux sombres, loin au-delà des pièges, traquenards et tricheries. Et mon choix à moi avait été de venir ici le cueillir au-delà du point où se rendent les autres, tous les autres en ce monde. Et maintenant nous voilà réunis tous deux depuis hier à midi, et personne pour nous aider ni l'un ni l'autre.